c'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine Question d'État. Ce soir, nous allons parler essentiellement de la presse, le quatrième pouvoir. En fait, est-ce que la presse est-elle encore le quatrième pouvoir en République démocratique du Congo? Avec tout ce qui se passe, comment lui redonner ses lettres de noblesse? Nous allons parler avec quelqu'un qui n'est plus à présenter, c'est le professeur Malengue Tamandiak, l'un des premiers journalistes en République démocratique du Congo. Il va nous retracer en quelques secondes son parcours, fondateur de l'IFASIC et recteur pendant plusieurs années d'ailleurs, docteur honoris causa. Bonsoir, professeur Malengue, soyez bienvenue. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans Question d'État. Alors, aujourd'hui, plusieurs années après, comment revivez-vous, comment revoyez-vous en image votre premier passage à la télévision, vos premiers pas en journalisme? Oui, mes premiers pas en journalisme commencent en 1956, à l'intérieur du pays, à l'hôpital de Yassabonga, où j'ai fait mes études médicales. Voilà, dans la province de Bandundu. En 1956, je faisais des études médicales et en même temps, j'ai eu la vocation de journalisme en lisant les articles de Moussa Camus et en rencontrant Moussa Camus en 1957 à Bandundu. Et j'étais avec lui le premier journaliste à effectuer le tour de la colonie à l'époque coloniale. Et il a effectué le tour de la colonie en 1957, je crois, c'était au mois de juillet, et j'ai effectué le tour de la colonie du Rwanda et du Burundi en décembre 1957. Et donc, c'est à partir de l'école de ma formation médicale que j'ai eu la vocation journalistique qui s'est terminée à la télévision congolaise, parce que je suis le premier journaliste de la télévision en RDC. Je suis celui qui a promu le journalisme audiovisuel, plutôt télévisuel, en République démocratique du Congo, avec des collaborateurs comme Kitutole Antoine, Mohamed, Bienvenue Bienamino et d'autres personnes qui m'ont entouré durant cette période, n'est-ce pas, de démarrage de la télévision dans notre pays. Avez-vous des modèles à ce moment-là? C'était qui? Mais en fait, en ce qui concerne la télévision, j'étais en réalité le premier modèle, parce que je suis le premier journaliste à ce moment-là. Mais en ce qui concerne le journalisme en général, j'ai eu des références. J'ai eu Moussa Camus comme premier journaliste, j'ai eu Antoine Bolamba et comme référence. Ce sont des gens qui m'ont marqué durant cette période pendant l'époque coloniale. Et les autres, c'est moi qui les ai formés, qui ont suivi, n'est-ce pas, mes traces, surtout dans les domaines de la télévision. Alors, vous avez donc un peu parcouru toutes les étapes, passant de l'époque coloniale au régime Mobutu, et ainsi de suite, Kasavubu même. Comment s'est passé ce passage-là en tant que journaliste? Quelles étaient les difficultés? Quelle est l'expérience que vous gardez de tout ça? En fait, j'ai connu beaucoup de difficultés en tant que journaliste à l'époque coloniale, parce que, en fait, est-ce que nous étions de véritables journalistes à cette époque coloniale? Il y avait de barrières qui nous empêchaient, n'est-ce pas, de faire ce que nous... Vous devriez être l'écho des colons. Oui, en quelque sorte. Mais nous nous sommes contentés d'être l'écho de nos populations en ce qui concerne les aspects sociaux. Par exemple, pendant la période où je me suis occupé du journalisme à l'époque coloniale, nous nous sommes surtout intéressés à la condition familiale, à la condition de la femme congolaise. Et à cette époque, les évolués, ce qu'on appelle les évolués, devaient fonder des foyers avec des femmes qui ont étudié. Et notre travail à cette époque était de pousser les congrégations religieuses à s'occuper, n'est-ce pas, de la formation de cette élite féminine qui allait, n'est-ce pas, se marier avec l'élite congolaise, formée dans des écoles coloniales à l'époque, formée dans des écoles d'assistants médicaux, et formée, n'est-ce pas, dans des écoles agricoles, où se formaient les assistants agronomes. Eh bien, notre travail consistait à pousser les congrégations religieuses
à s'occuper de cette future Un défi relevé, époque. bien relevé, c'était réussi. Oui, à notre époque, nous sommes arrivés à la création dans les Bandundu de l'école moyenne ménagère de Kikwit, qui était semblable à l'école moyenne ménagère de Banza Boma, à l'école ménagère de Mérode et de Lucha, n'est-ce pas, au Katanga. Donc, nous avons réussi en ce moment-là. Alors, on parle de la presse comme quatrième pouvoir. Est-ce une réalité aujourd'hui en République démocratique du Congo? Oui, la presse est effectivement le quatrième pouvoir. Ce n'est pas un terme que nous avons inventé, c'est un terme inventé par les journalistes anglais à la fin du XVIIIe siècle. Et la presse est véritablement un quatrième pouvoir. Mais est-ce que chez nous c'est un quatrième pouvoir? Oui et non. Oui, parce que les attributs du quatrième pouvoir, nous les conservons. Nous les conservons. Mais la réalité du quatrième pouvoir, dans le contexte actuel, c'est très très difficile. C'est difficile de mesurer l'efficacité du quatrième pouvoir compte tenu du contexte dans lequel évolue ce pouvoir. Pourquoi la presse congolaise est-elle affaiblie aujourd'hui? Quel est le diagnostic que vous faites des médias? Bien, le diagnostic que j'ai fait des médias est très très négatif. Et pour moi, les médias sont confrontés aux divers défis. Le premier défi est de caractère matériel, de caractère, n'est-ce pas, économique. Et c'est l'aspect fondamental, ce qui fonde la presse, le quatrième pouvoir, c'est l'environnement économique. Or, cet environnement économique, en ce qui concerne la presse, est très très pollué. Le deuxième difficulté de cette presse, c'est l'accès aux sources de l'information. C'est en ce qui concerne l'information publique, l'information institutionnelle. Et vous avez le problème de délit de la presse. Mais en fait, pour moi, en ce qui concerne l'accès aux sources, en ce qui concerne ce que vous appelez la dépénalisation, ce n'est pas pour moi l'obstacle fondamental qui empêche le déploiement du quatrième pouvoir. Pour moi, le problème fondamental est d'ordre matériel, c'est l'assainissement, n'est-ce pas, de l'espace économique, n'est-ce pas, des médias congolais. Alors, on va essayer un peu de décortiquer les différents axes. Quand on parle médias, on a plus ou moins le contenant, les médias eux-mêmes, il y a le contenu qu'offre ce média à toute la population, mais il y a aussi les animateurs qui sont les journalistes eux-mêmes. Qui sont-ils? En parlant de médias, vous parlez de la situation socio-économique. Les médias eux-mêmes ont un sérieux problème de viabilité au départ. Effectivement. Mais c'est précisément le contexte économique et qui fait que les médias aujourd'hui ne peuvent pas jouer efficacement leur rôle et que cette déficience, cette difficulté économique des médias réjaillit sur les animateurs, n'est-ce pas, des médias. Sur les animateurs, n'est-ce pas, sur ceux que vous appelez aujourd'hui les professionnels de médias, professionnels de la communication, que nous avions appelés en 1981 par la loi, n'est-ce pas, d'avril 1981, journalistes et assimilés. C'est la mauvaise configuration économique des médias qui a des répercussions sur, n'est-ce pas, des journalistes et qui explique le dérive que connaît aujourd'hui le journaliste dans tous les domaines. Et donc, pour moi, le problème fondamental, c'est celui de l'environnement, de la viabilité des médias. Mais aujourd'hui, le professeur, ouvre un média qui veut, c'est également là le problème. Mais c'est un problème. N'est-ce pas un problème de législation? On devrait peut-être commencer par là. Oui, c'est un problème de législation, mais la législation est là, la loi est là. Il y a d'une part la loi 12 du 2 avril 1981 qui est là, qui n'a jamais été respectée. L'État lui-même n'a jamais tenu compte de cette loi, n'a jamais veillé au respect de cette loi. Et les entreprises de presse n'ont jamais veillé au respect de cette loi et les journalistes eux-mêmes ne connaissent pas cette loi. Alors, à partir du moment où vous négligez ces cadres, vous ne pouvez pas évoluer normalement. On parle de moutons noirs, on parle de l'amateurisme du journalisme. Mais pourquoi? Parce que l'environnement économique dans lequel évolue l'entreprise de presse ne permet pas de
recruter le journaliste tel que décrit par la loi numéro 12 du 2 avril 1981. Les journalistes ou les entreprises de presse sont obligés de recruter n'importe quel journaliste. Les étudiants que nous envoyons en stage académique sont retenus par, n'est-ce pas, les entreprises de presse. Et c'est eux qui sont devenus des journalistes, alors que normalement, ils ne le peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent devenir journalistes que c'est lui qui a effectué 12 mois de stage dans une entreprise de presse et qui vient d'une école de journalisme, ou alors celui qui a effectué 24 mois, n'est-ce pas, de stage dans une entreprise de presse et qui vient de n'importe quelle formation, de n'importe quel secteur. Nous ne sommes pas une corporation à l'image, n'est-ce pas, du barreau, à l'image de l'ordre, n'est-ce pas, de médecins. On pense qu'il faudrait en avoir une, hein, finalement, non, pour mettre de l'ordre. Non, ce n'est pas nécessaire d'avoir le barreau. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le barreau, ce n'est pas nécessaire d'avoir l'ordre, parce que l'ordre a des exigences que nous ne pouvons pas respecter. L'exigence de formation, l'homogénéité de la formation. Tous ceux qui sont dans l'ordre de médecins sont des médecins, ont fait des études de médecine. Ceux qui sont dans les barreaux ont fait des études de droit. N'est-ce pas? Pas le journalisme. Les journalistes viennent de partout. C'est une carrière libérale par formation. Mais il y a des exigences pour permettre d'évoluer dans ce secteur. Et la loi numéro 12 a prévu le stage de 12 mois pour ceux qui viennent des études de journalisme et le stage de 24 mois pour ceux qui viennent d'ailleurs. On va parler de la formation, mais j'aimerais bien un peu, c'est une question de curiosité, vous avez été journaliste à une époque où il y avait certes quelques médias, mais après une seule télévision publique et pas encore de médias privés, c'est arrivé avec le temps. Est-ce que cette mutation, en fait, cette démocratisation des médias n'a pas été pour quelque chose dans ces dérives? Non, je voudrais rectifier. Quand j'ai commencé le journalisme, surtout après l'indépendance, il y avait plusieurs journaux. Nous n'avions pas l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est limité à la télévision. L'audiovisuel, c'est limité à la radio nationale. Et puis, à partir de 1965-66, il y a eu l'introduction, n'est-ce pas, de la télévision dans notre pays. Et donc, nous avions quand même une pluralité de médias écrits dans notre pays. Ce n'est pas une nouveauté, on n'a rien apporté. Mais il est évident que est plus du côté audiovisuel. Oui, c'est surtout du côté de l'audiovisuel que nous avons une révolution, surtout à partir de 1990. N'est-ce pas une révolution désordonnée Oui, ça a été à la base de cet affaiblissement. Oui, ça a été un désordre. À partir de 1960, vous avez des chaînes de télévision qui ont vu les jours, mais qui n'étaient pas prévues par la loi. Mais ça, vous avez Raga, vous avez Antenne A, vous avez Canal King. Ce sont des chaînes qui sont nées avant la loi. Et dont la loi numéro 96 du 22 juin devait tenir compte. Mais aujourd'hui, il y a une anarchie qui règne dans ce secteur. Parce qu'on n'a pas posé des conditions pour la création de médias. On n'a pas posé des conditions. La loi n'est pas claire à ce sujet. Donc, la seule condition, c'est d'avoir un dossier judiciaire vierge. Certificat de bonne vie et mère, avoir joui, n'est-ce pas, de ses droits civiques. À partir de ce moment, n'importe qui peut créer. Une garantie de viabilité. Exactement. Or, il faut absolument insister sur la garantie de viabilité. Et cette garantie de viabilité qui doit être prévue par les législateurs, c'est la presse elle-même, l'entrepreneur lui-même, le capitaliste lui-même, qui doit l'apporter. Dans la loi Candé du 28 octobre 1970, on avait prévu une certaine garantie pour la naissance d'un journal, d'une entreprise de presse. C'était un dépôt bancaire de 25 000 francs, équivalent à l'époque à 50 000 $. Malheureusement, cette garantie n'était pas une garantie de viabilité au sens strict du terme, c'était uniquement pour payer les amendes. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une autre exigence
et cette exigence, le dépôt bancaire. Il faut aller plus loin, il faut montrer que celui qui crée une entreprise de presse est un véritable capitaliste. Il le peut, pendant X temps, gérer son entreprise sans problème, payer ses agents, faire face, n'est-ce pas, aux amendes éventuelles. Et c'est un combat qu'on doit mener. Il faut qu'il y ait un dépôt bancaire, de sorte que pendant X temps, l'entreprise de presse puisse fonctionner correctement et faire face à ses responsabilités. Vous pensez qu'il faut assainir? Il y a des médias qu'il faut fermer. Les médias, de manière générale, n'ont pas de moyens. Bien entendu, il faut absolument retirer les récépissés, n'est-ce pas, de presse. Il faut absolument retirer les licences. Mais cela suppose un contrôle physique de ces entreprises de presse. Et ces contrôles physiques doivent être menés à la fois par le ministère ayant les médias sous sa tutelle, le ministère du Travail et l'Union nationale de la presse du Congo. C'est elles qui doivent contrôler physiquement l'existence de ces entreprises. Parce qu'en réalité, il y a très peu d'entreprises de presse qui existent. Ce sont des entreprises pirates. Les entreprises de presse se créent le jour même et disparaissent. Apparaissent à l'improviste et disparaissent à l'improviste. Et donc, il faut assainir ces entreprises de presse qui sont, bien entendu, soumises à la volonté, n'est-ce pas, des hommes politiques. Ce sont en fait des hommes politiques qui, quand ils le désirent, financent provisoirement une entreprise de presse et quand ils ont obtenu les résultats ou s'ils ne sont pas satisfaits, ils retirent leur assistance. On parle de viabilité, mais justement la gestion pose problème. Les promoteurs des médias ne sont pas toujours journalistes, il y en a très peu. Non. Beaucoup de politiques, non, ce n'est pas nécessaire d'être un homme politique pour créer une entreprise de presse. Ce qui est important, c'est la rédaction. N'est-ce pas? Une entreprise de presse est une entreprise capitaliste. En capitalisme, n'importe qui a ses ressources peut créer une entreprise de presse. Le danger, c'est l'emprise. Mais la rédaction de l'entreprise de presse, la rédaction doit être confiée aux journalistes. Ce sont les journalistes qui, tout en respectant la ligne éditoriale fixée, n'est-ce pas, par le promoteur de l'entreprise, conservent leur indépendance en ce qui concerne leurs idées, en ce qui concerne la manière dont l'information doit être présentée. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous percevez on peut parler de guerre médiatique, de temps en temps, ces véritables combats, puisqu'on l'a dit, il y a toujours cette emprise des promoteurs, qui sont pour la plupart, par exemple, des politiques, dans le contexte actuel, en République démocratique du Congo, il y a par moments des véritables dérives, des guerres médiatiques à tout bout de champ. Oui, effectivement, c'est un problème très, très sérieux. C'est un problème très, très, très sérieux. Et c'est pourquoi, personnellement, je suggère la tenue de deuxièmes assises, n'est-ce pas, des États généraux de la presse, pour faire le point. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont le pouvoir, le quatrième pouvoir fonctionne, laisse à désirer. Le quatrième pouvoir a une réelle responsabilité dans la gestion du pays. Et actuellement, à cause de toutes ces difficultés, à cause de cet environnement économique, le quatrième pouvoir ne peut pas jouer son rôle. Il faut donc des assises, n'est-ce pas, des États généraux de la presse, et pour diagnostiquer le mal et proposer, n'est-ce pas, les solutions, n'est-ce pas, à l'autorité. Et l'une de ces solutions serait de renforcer les exigences en ce qui concerne la création, n'est-ce pas, d'une entreprise de presse. Et deuxièmement, obliger que l'aide de l'État à la presse devienne une obligation. Il faut qu'il y ait un fonds de garantie, n'est-ce pas, en faveur de la presse, un fonds de garantie créé, n'est-ce pas, par l'État. Et il faut que l'aide de l'État, qui est prévue par la loi 96, se matérialise. Dans la loi 96, dont je suis à l'élaboration, à la réflexion de laquelle j'ai participé, n'a pas rendu obligatoire l'aide de l'État. C'était une possibilité pour l'État d'accorder son assistance à la presse.
Mais actuellement, à la lumière de l'expérience actuelle, il faut que cette aide de l'État devienne obligatoire en vertu du principe que la presse joue est un service d'intérêt public. Ce n'est pas un service public, mais c'est un service d'intérêt public, comme l'éducation, comme l'eau, comme la régie des eaux. Ce sont des services qui concourent à la promotion de la société. Et donc, il faut que cela devienne obligatoire. L'aide directe de l'État sous forme de garantie, de fonds de garantie, et, n'est-ce pas, l'aide de l'État facilitée en ce qui concerne l'importation, n'est-ce pas, de biens d'équipement et de biens de consommation, facilitée en ce qui concerne les rapports avec la fiscalité, avec le ministère des Finances, en ce qui concerne le transport, n'est-ce pas, des journalistes, en ce qui concerne l'eau et l'électricité, qui sont également concernés par, n'est-ce pas, la presse, par le fonctionnement, n'est-ce pas, de la presse. Il faut que l'État, la revisitation de la presse dont on parle beaucoup, embrasse également cet aspect. Mais il y aura des conditions, il faudrait poser des conditions pour que quelqu'un accède à cette aide publique, à ces régimes de facilité. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui, celui qui crée son journal, son entreprise de presse, qui va prétendre à accéder à cette aide de l'État. Il faut qu'il y ait des exigences. Et cette exigence, c'est que la presse doit fonctionner pendant X temps avant de solliciter des choses. Et il faudrait que... avoir fait ses preuves. Exactement. Alors, aujourd'hui, on parle contenant, mais il faut des animateurs valables également pour conduire ces médias. Oui. Qui peut être appelé journaliste aujourd'hui au regard de la loi, mais aussi en pratique? Bon, la loi est très très claire. La loi qui régit les journalistes, c'est l'ordonnance loi numéro 12 du avril 1981. La loi est très claire. N'importe qui peut devenir journaliste. À partir du moment où vous avez votre diplôme de l'école secondaire, vous pouvez devenir journaliste. Mais vous ne pouvez porter le titre de journaliste qu'après avoir fait vos preuves, en passant par un stage de 12 mois ou par un stage de 24 mois. Et ce stage va être conclu par l'obtention de la carte de journaliste professionnel. Professeur Malimbe, aujourd'hui la carte de journaliste s'achète à moins de $20. Personne, n'importe qui peut la détenir. Oui, parce que la commission même de la carte, parce que l'Union nationale de la presse du Congo, qui gère en quelque sorte, qui est une structure fédérative des médias dans notre pays, qui a pour tâche, qui a pour rôle la promotion de la liberté de la presse, la promotion de la profession, c'est parce que l'Union nationale de la presse du Congo, depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, depuis 1990, apparaît inopérante sur la scène médiatique. La presse elle-même a détruit les pouvoirs de l'Union nationale de la presse du Congo. À partir du discours du 24 avril 1990, on a considéré l'Union nationale de la presse comme une structure du parti État et on s'est éloigné d'elle. Et du coup, le comité directeur, dont j'étais membre, avec qui tout comme président, s'est senti abandonné par la presse elle-même. Et donc, elle n'a pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'agir efficacement. Aujourd'hui, quels sont On peut vous reprocher quand même d'avoir finalement laissé aller à la dérive. Non, on ne peut pas nous reprocher. Non, on ne peut pas lâcher. Non, on ne peut pas nous critiquer. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont responsables, qui ont abandonné l'Union nationale de la presse du Congo après les discours de choses. Bon, maintenant, on essaye de reprendre. Il y a eu un congrès dernièrement. Oui, mais moi j'ai toujours regretté, c'est qu'il y a très peu de journalistes et qui s'investissent dans deux structures de l'Union qui sont indispensables pour la promotion de la presse. Il s'agit de la commission de la carte et il s'agit de la commission de discipline. Ces deux commissions sont indispensables pour la promotion de la presse. Et quand je vois les animateurs de cette commission, souvent je regrette parce que les conditions d'accès
à ces commissions ne sont pas clairement définies. Ce n'est pas n'importe quel journaliste qui doit présenter sa candidature pour être membre de cette commission. Vous pensez qu'il faudrait quel profil? Il faut des gens qui ont au moins 20 années d'expérience professionnelle ininterrompue pour pouvoir prétendre à chose. Et il faut des journalistes dont les comportements n'ont jamais été remis en question pour pouvoir faire partie de cette commission. Actuellement, ce n'est pas le cas. Lors du congrès, il y a eu très peu de gens qui sont présentés, n'est-ce pas, aux élections pour ce poste. C'est les mêmes équipes, ou ce sont les deux équipes qui ont été reconduites. Et moi, je ne suis pas, ça ne m'a pas convaincu. Ça ne m'a pas convaincu. Je pense qu'il faut revoir cela. Et si les journalistes veulent la promotion des médias, de la presse, il faut absolument qu'ils investissent cette commission. Il faut que les bons éléments investissent cette commission. Mais les entreprises de presse elles-mêmes sont responsables. Parce que ce sont les entreprises de presse qui transmettent le dossier, les demandes de cartes, n'est-ce pas, à la commission. Il faut une tutelle, un parrainage. Maintenant, il faut que, dès le recrutement du journaliste, en tant que stagiaire, son dossier soit transmis, soit enregistré à la commission. De sorte qu'après 12 mois ou 24 mois, quand son dossier arrive, n'est-ce pas, il n'y a plus, n'est-ce pas, de problème. Mais actuellement, il y a des problèmes très très sérieux parce que les moutons noirs, n'est-ce pas, qui ne sont pas contrôlés même par leurs entreprises de presse, n'est-ce pas, sont là. Quand vous voyez le journaliste, le profil des journalistes qui travaillent dans les organes d'information, la plupart ne sont pas des journalistes, ce sont des collaborateurs, ce sont des étudiants, ce sont des gens qui n'ont même pas de profil journalistique, mais ils sont là parce que l'entreprise de presse n'est pas capable de payer un journaliste, de vrai journaliste. Voilà. Alors, vous pointez du doigt les médias congolais en matière de recrutement notamment, mais les médias pointent du doigt de votre côté, vous scientifiques, vous avez été recteur pendant longtemps à l'IFASTI, qui est devenu l'enseignement, vous avez deux niveaux de l'enseignement. Quelle est la valeur du journaliste qui sort de l'université? C'est vrai, il y a à boire et à manger, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui se débarquent, qui sortent du lot, mais de manière générale, on accuse aujourd'hui les instituts de l'université, notamment les instituts de formation de journalistes, de ne livrer que de la racaille, si on peut le dire comme ça. Bien, il y a des exceptions. Toi, tu es une exception parce que tu es passé aussi par mon école, par l'IFASIC. Et vous maîtrisez bien les secrets journalistiques, vous travaillez très bien, tu travailles très bien. Je suis très très content, n'est-ce pas? Mais le problème de l'enseignement ne concerne pas seulement l'enseignement du journalisme, ça concerne tous les systèmes éducatifs congolais dont l'État congolais est responsable. L'État congolais, n'est-ce pas, a échoué dans ces démarches. Parce que pour qu'il y ait une véritable éducation, il faut commencer par les animateurs de l'éducation. Il faut donc motiver les enseignants. Quel est le salaire de l'enseignant aujourd'hui? Moi qui vous ai formé, ce n'est qu'à partir de 2002 que j'ai commencé à toucher $50 par mois en tant que professeur ordinaire émérite. $50 à partir de 2002. Vous comprenez? Et donc, avant cela, qu'est-ce que j'avais comme salaire? J'avais $20. Donc, nous avions un problème de stratégie, n'est-ce pas, de survie. Et cette question de stratégie... Une excuse aujourd'hui pour expliquer tout ce qu'il y a comme... Mais bien entendu. Et ce sont les parents qui sont intervenus pour nous payer ce qu'on appelle la prime, n'est-ce pas, de partenariat. Les syllabus sont vendus pourquoi? Pour que le professeur puisse correctement assumer ses responsabilités. Le professeur a des obligations sociales, soit des obligations académiques et scientifiques. Avec quoi il pouvait régler ce problème? Donc il faut que l'État réhabilite l'animateur de l'éducation qui est enseignant, et à partir de ce moment-là, l'enseignant prendra conscience de ses responsabilités et pourra encadrer les choses. Donc c'est un problème général qui ne concerne pas uniquement les écoles de journalisme, mais ça concerne tout l'enseignement depuis l'école primaire
jusqu'à l'université. Alors, on parle des préalables, notamment pour les journalistes aujourd'hui avant d'exercer la profession. Sur le plan de la formation, aujourd'hui, à côté des instituts, on observe des formations qui durent parfois quelques semaines, quelques mois. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est valable? Quelle est la valeur d'un journaliste qui sort d'une école qui enseigne pendant ce délai-là? Oui. En réalité, c'est la faute de l'Union nationale de la presse du Congo. Lors de tous les congrès, et en particulier lors du congrès de la refondation, comme il l'appelait, du 4 mars 2004, nous avions insisté sur la nécessité de la formation par la profession elle-même. N'est-ce pas? L'Union nationale de la presse du Congo devait créer un centre de formation pour le recyclage des journalistes. À un moment donné, il y a souvent un décalage entre la formation reçue et la réalité de la profession compte tenu de l'évolution moderne. Et nous avons prévu que le centre de formation que l'UNPC devait créer devait assurer la liaison entre les écoles universitaires et la vie professionnelle. Donc, périodiquement, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, l'Union nationale de la presse du Congo devait organiser les recyclages. Cela n'a jamais été fait. Et les entreprises de presse n'ont jamais évolué. De mon temps, quand j'étais à l'IFASIC, nous organisions souvent des sessions de formation pour les journalistes formés sur l'État et même pour les journalistes venant des écoles de communication de l'ICI à l'époque et qui avaient exercé pendant plusieurs années. On le regroupait, on le recyclait pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, d'autres, pour des objectifs différents, notamment, voilà, ont pris l'initiative, mais ils ne peuvent pas remplacer les écoles de communication, ils ne peuvent pas remplacer le travail que les médias, que les entreprises de presse, avec leur organisation, pouvaient assurer. Les journalistes sont déjà sur le terrain, doit-on leur fermer la porte? Bon, ils sont sur le terrain. Non, il ne faut pas fermer la porte, mais il faut pousser l'Union nationale de la presse du Zaïre à prendre la relève pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces entreprises. À moins que l'Union nationale de la presse du Zaïre travaille de concert avec des écoles de journalisme en prévoyant des stages de formation, des stages de recyclage de journalistes. Et alors, dans ces conditions-là, nous allons faire disparaître, n'est-ce pas, toutes ces structures qui seraient prêtes pour prendre en charge la formation sur le tas de journalistes. Alors, vous avez parlé de remise à niveau. Professeur, est-ce que vous pensez que l'arrivée des nouveaux médias est un réel danger pour la presse traditionnelle aujourd'hui? Un danger? Non, je ne pense pas que ce soit un danger. Quand vous parlez de médias actuels, les médias modernes, nul part des nouvelles technologies de l'information, de la communication comme l'Internet aujourd'hui, et on n'est pas autres. obligé d'attendre le journal télévisé pour avoir l'information. Hein. Non, les médias écrits, les médias graphiques continueront toujours à jouer leur rôle. N'est-ce pas? Parce que ce qui se passe à l'Internet, ce qui se passe à la télévision écrite par exemple, c'est fugace, ça part. Mais ce qui est écrit dans le journal reste permanent parce qu'on peut le consulter à tout moment. Tout simplement que les médias traditionnels, les médias graphiques doivent évoluer, s'adapter. Comment ils doivent désormais être présentés en face des nouvelles technologies de l'information, en face, n'est-ce pas, de médias numériques, tout ce que vous voulez. Il y a cette simple question d'adaptation, mais ils ne disparaîtront pas. Les médias traditionnels, les médias graphiques ne disparaîtront pas. Nous en aurons besoin parce que nous avons la possibilité de les conserver dans nos archives et nous avons la possibilité de les déterrer pour savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors, on parle de recyclage, mais on devrait peut-être commencer par la base déjà, le changement
de notre système d'enseignement, de formation? Quel est le contenu de l'enseignement aujourd'hui? Est-il adapté aux besoins de la République notamment? Aujourd'hui, on parle par exemple à l'IFACIT ou dans d'autres instituts de communication, le nombre de cours est vraiment excède même le besoin réel de ce qui est attendu, et pour des cours qui n'aideront peut-être pas les journalistes dans la profession, dans l'exercice de leur profession. Effectivement, il y a un problème très sérieux en ce qui concerne le problème d'études dans nos écoles de communication. Et en réalité, il y a des cours qui ne sont que des chapitres d'un cours. Vous avez de promotions où vous avez 15 cours, vous avez 20 cours. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il faut, n'est-ce pas, recentrer, pour ainsi dire, regrouper des enseignements, réduire le programme, renforcer le programme en ce qui concerne, n'est-ce pas, le contenu. Et je pense aussi à la formation des journalistes spécialisés. Je pense à la formation des journalistes spécialisés. Qui répondent aux besoins actuels. Exactement. Nous entrons maintenant dans le système anglo-saxon de licence ou bachelor, maîtrise, doctorat. Eh bien, c'est une occasion. Dans mon entendement, il faut créer le 3e cycle en journalisme. Donc, les gens qui viennent de partout, de toutes les disciplines, pendant une année, pendant 2 années, ils vont se spécialiser et nous aurons des journalistes spécialisés, à côté des journalistes généralistes qui viennent des écoles de communication, qui forment des journalistes polyvalents, qui sont des touches à tout, qui peuvent ne pas présenter n'importe quel problème, mais qui ne peuvent pas aller en profondeur. Et donc, il faut former des journalistes spécialisés. Et je crois que le moment est venu où les écoles de journalisme doivent créer cette chaire pour la formation des journalistes spécialisés. Il y a une question qui préoccupe les esprits aujourd'hui, c'est la régulation. On parle des moutons noirs, de toutes les dérives qu'il y a dans la presse. Un problème de régulation se pose. Certains parlent de défaillance des organisations professionnelles. Aujourd'hui, nous avons un régulateur, celui qui est censé détenir toutes les prérogatives, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, mais qui, il faudrait dire, se dispute un peu le parterre avec le ministère des Médias. Où est la ligne de démarcation entre tout ça? Écoutez, c'est un problème très très sérieux. C'est un problème très sérieux. J'ai personnellement été impliqué dans la réflexion concernant cette structure que vous appelez le CESAC. De 1990, nous étions déjà sur ces chapitres-là. Et dans la loi, dans le projet de loi de 1994, n'est-ce pas, qui a été initié par Masségatio, que nous avons dirigé, nous avions prévu la suppression du ministère de l'Information et la mise sur pied de cette structure que vous appelez aujourd'hui CESAC. Malheureusement, l'autorité qui légifère, n'est-ce pas, l'autorité gouvernementale, n'a pas pris en compte les suggestions que nous avions faites et a maintenu le ministère de l'Information. En réalité, le ministère de l'Information, exactement, le ministère de l'Information partout dans le monde tend à disparaître aux structures, n'est-ce pas, de régulation qu'on appelle le Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel. Il faut qu'un jour, on arrive à cela. En dehors de cette structure de régulation qui est créée par l'État, les professionnels de médias doivent eux-mêmes se prendre en charge. Et c'est une grande responsabilité. Nous avons des structures qui sont chargées de la régulation, de l'autorégulation. Vous avez la commission de discipline, vous avez le GED, vous avez les MEC, qui sont des structures, n'est-ce pas, d'autorégulation. Mais est-ce que ces structures jouent réellement leur rôle? J'ai l'impression que non. Parce que les décisions qui sont prises par, n'est-ce pas, ces structures ne sont pas toujours appliquées. Les journalistes s'entêtent. Donc il faut une collaboration entre l'autorégulation, la régulation, la réglementation et la justice, pour que les décisions qui sont prises par l'autorégulation soient respectées à la fois par la réglementation et par la régulation. Bon, je vois
2004-2005, des conflits au sein, n'est-ce pas, du comité directeur de l'UNPC, les décisions qui ont été prises par la commission de discipline n'ont pas été respectées par les journalistes. Et les journalistes travaillent. On a suspendu certains journaux, mais ces journaux ont réapparu sous un autre titre. Donc, il faut rétablir la confiance. À votre avis, c'est quoi la piste de solution pour revenir oui, la à piste ce de pouvoir solution, des organisations professionnelles? c'est une structure, il faut mettre sur pied une structure de concertation, n'est-ce pas, regroupant toutes ces structures de régulation. L'appel du 27 mai. Oui, c'est ça qui explique l'appel du 27 mai. Il faut mettre sur pied cette structure de concertation entre tous ces organes de réglementation, de régulation, n'est-ce pas, et d'auto, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? On observe une certaine méfiance des uns et des autres. Est-ce que les journalistes sont capables de se mettre tous autour d'une table aujourd'hui pour discuter des questions essentielles? Oui. Lors du congrès, du 8e congrès, j'ai eu l'impression qu'on peut s'acheminer vers cette concertation. Parce que j'ai vu le ministre de l'Information faire son discours, j'ai vu le président du CESAC faire son discours. Mais je pense qu'on peut arriver à cela de briser la glace qui règne entre ces structures. N'est-ce pas? Chacun veut protéger sa chapelle, mais il y a l'intérêt de la nation qui prime tous les intérêts privés. Donc on doit arriver à mettre en place cette structure. Et c'est pour ça que, pour moi, la mise en place de cette structure passe par la convocation des États généraux de la presse. Il faut que nous tous, nous mettions ensemble, n'est-ce pas, la réglementation, les journalistes eux-mêmes, l'autorégulation, n'est-ce pas, la régulation. Il faut que nous tous, nous nous mettions ensemble pour réfléchir comment avancer, comment sauver le 4e pouvoir, parce qu'il faut que le 4e pouvoir soit sauvegardé. Il est indispensable. Le 4e pouvoir est indispensable. Le 4e pouvoir fait trembler le monde partout. C'est nous qui n'avons pas conscience du rôle du 4e pouvoir. Mais dans les démocraties avancées, le 4e pouvoir, des faits, des dirigeants, fait le gouvernement. Est-ce que les journalistes congolais aujourd'hui sont libres d'exercer leur profession? Mais oui, les journalistes sont libres d'exercer leur profession. Mais ce sont les journalistes eux-mêmes qui ne comprennent pas. Il y a encore des journalistes arrêtés, mais oui, mais c'est la... tués. Écoutez, cher ami, on parle beaucoup de la dépénalisation, n'est-ce pas, de délits. Pour les uns, non, pour les autres, oui. Mais, bon, la tendance dans le monde, c'est de s'aligner sur la perspective anglo-saxonne. Dans les pays anglo-saxons, le délit de presse sont soumis à la même juridiction. C'est le droit commun. Il n'y a pas un droit spécial pour, n'est-ce pas, la presse. Mais nous avons suivi l'héritage français, l'héritage napoléonien, n'est-ce pas, datant de 1881, et qui met sur pied un droit spécial pour, n'est-ce pas, les médias. La dépénalisation, pour moi, n'est pas du tout un problème. Si les médias étaient assainis, parce que c'est la pauvreté des entreprises de presse, ayant des répercussions sur le travail des journalistes. C'est cette pauvreté qui a des répercussions négatives sur les journalistes. Et les journalistes deviennent des instruments, n'est-ce pas, à la main des politiciens, d'hommes d'affaires qui les manipulent et qui commettent sciemment des infractions. Parce que si on respectait la loi numéro 12 du 2 avril, si l'on respectait la loi actuelle, nous n'allions pas connaître des infractions, que nous connaissons aujourd'hui. Donc pour moi, le premier problème, c'est de restructurer les cadres économiques et juridiques de l'entreprise de presse. C'est la condition de l'assainissement, n'est-ce pas, des médias. Faire en sorte que l'entreprise de presse devienne viable, par le respect de la publicité, en mettant sur pied une régie de publicité, par des messageries qui répandent l'information à travers tous les pays, par la défiscalisation des médias. Et une fois ces paysages mis sur pied, n'est-ce pas, il est possible que ce que nous appelons le délit de presse disparaisse automatiquement.
Alors, professeur, nous allons conclure cette émission. Quel serait votre message à tous les journalistes qui vous suivent, des journalistes qui doivent répondre à ces défis importants au regard des enjeux actuels en République démocratique? Oui, le message est très simple. Le message est très simple. La carrière journalistique est une carrière noble. Le journaliste a une très grande responsabilité sociale dans le pays. Le journaliste, c'est le gardien de l'intégrité nationale. Le journaliste, c'est le promoteur, le surveillant du bien commun. Le journaliste, c'est celui qui surveille les comptables du bien commun que sont les dirigeants politiques. N'est-ce pas? C'est une responsabilité écrasante. Mais pour assumer ce rôle, il faut que les journalistes soient capables moralement. Il ne faut pas que les préoccupations matérielles priment sur les préoccupations éthiques. Le journaliste est d'abord une vocation. Pardon? Oui, le journaliste, on dit qu'on est journaliste. On dit qu'on est journaliste. Oui, on dit cela. Il y a des gens qui ont des aptitudes innées pour écrire et pour parler. Comme toi, tu pouvais sans doute ne pas passer par une école du journaliste. Tu pouvais être journaliste formé sur l'État. Comme à l'époque coloniale, nous avons eu des brillants journalistes qui ont défendu l'intérêt, n'est-ce pas, des colonisés, n'est-ce pas, et qui ont lutté pour l'indépendance, n'est-ce pas, de ces pays. Ce sont des journalistes qui ont lutté pour l'indépendance de ces pays. Donc, c'est une carrière noble. Il faut que les journalistes assument leurs responsabilités en évoluant dans les cadres tracés par le législateur et en évoluant en respectant les règles éthiques, n'est-ce pas, et déontologiques. Voilà. Merci beaucoup, professeur Malembe Tamandiak. C'était un véritable cours. On s'est revu dans les auditoires de l'IFASIC. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le magazine Questions d'État. J'espère que cela vous a plu, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve très prochainement avec un ou une nouvelle invitée. À très bientôt. Au revoir.